Cathy a fait 600 km en voiture pour rendre visite à sa mère, incarcérée à la prison des femmes de Versailles. Elle a des problèmes de santé, elle fait des AVC, l'arthrose il prend le dessus et je ne sais pas dans quel état je vais la retrouver. Le 22, ça fera 4 mois quand même, c'est pas rien pour une personne de 77 ans. Bonjour. Bonjour. La mère de Cathy, Marie-Thérèse Garcia, est mise en examen pour meurtre en bande organisée, soupçonnée d'être au cœur d'une affaire sordide. Un crime qui remonte à 28 ans. La victime s'appelait Corinne Didio. Elle a été un temps la belle-sœur de Marie-Thérèse. Corinne a disparu en 1995. Son corps, découpé, a été découvert dans une malle flottant sur la Seine. Ses mains et sa tête n'ont jamais été retrouvées. La fin tragique d'une vie rocambolesque, où se mêlent grand banditisme et rivalité amoureuse. Un drame dont Marie-Thérèse Garcia jure depuis toujours ne rien savoir. Elle dit que c'est complètement absurde. La juge, je pense qu'elle veut la faire craquer. Mais il n'y a rien à espérer puisqu'elle est innocente. Donc ça peut durer longtemps. Et ma mère, il faut qu'elle sorte parce qu'elle a 77 ans. Donc j'aimerais pas qu'elle sorte les pieds devant, si vous voyez ce que je veux dire. Marie-Thérèse Garcia vivait jusqu'ici dans cette coquette ville des Yvelines, non loin de Rambouillet. Elle y a fait construire cette maison dans les années 70, juste en face de chez Monsieur le maire, Jean-Claude Batteux. Ça fait 34 ans que je vis devant Marie-Thérèse Garcia. Je n'ai jamais eu un problème de voisinage avec Marie-Thérèse Garcia. Il est vrai que Marie-Thérèse a un caractère affirmé. Ça, c'est pas une découverte. Mais si vous voulez, j'en ai d'autres dans la commune. Elle avait sa vie dans laquelle on ne pénétrait pas. Elle avait sa vie. Mais quand je passais en voiture, qu'elle était sur le trottoir, salut Marité, salut Jean-Claude. Plus discrètement dans le quartier, on raconte aussi que Marité n'était pas une voisine comme les autres. Tout le monde sait qu'en 1979, elle a été arrêtée après un vol à main armée à la poste du village d'à côté. Que pendant plusieurs années, elle a été en couple avec Francisco, un Espagnol braqueur notoire. Interpellé en France en 1994 devant les caméras de télévision. Allez, hop, voilà. Francisco Marquez Lopez est condamné à 25 ans de prison en Espagne pour attaque de banque. Depuis 1992, il vit en France, près de Rambouillet. Sur ces images, Marie-Thérèse, visage flouté, qu'est-ce qui se passe? Assiste à la perquisition de sa maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans la famille Gomez-Marquez, il y a Francisco, mais aussi son frère, également braqueur et trafiquant de drogue. Il s'appelle Antonio. Dans les années 80, il rencontre une jeune Française, Corinne Didio. Ensemble, ils ont un fils, et le couple côtoie régulièrement Francisco et Marie-Thérèse. Mais l'histoire d'amour tourne mal, et Antonio kidnappe leur enfant. Ces entretiens sont enregistrés. Et je pense à l'époque, Corinne contacte un avocat, Joseph Cohen-Saban, un habitué des affaires de grand banditisme. Je vois arriver une jeune femme très agitée, très déterminée, vindicative. On lui a enlevé son bébé, quoi, son petit. Il a 2-3 ans à l'époque, je crois. Elle est dans un état de nerfs insensé. Elle veut remuer toute la terre. Elle veut composer un commando. Elle est convaincue qu'il est en Espagne. Elle voulait se faire justice elle-même et récupérer le gamin et le ramener en France sous son bras.
Elle m'avait dit à l'époque qu'elle connaissait du monde capable de le faire et qu'elle paierait jusqu'au dernier centime ce qu'elle devait. Avec l'aide de l'avocat, la police française retrouve le garçonnet et Antonio est condamné pour l'enlèvement. Mais en 1995, 6 mois avant sa disparition, Corinne décide de reprendre contact avec son ancien compagnon pour que l'enfant grandisse avec son père. Elle renoue également avec sa belle-sœur. Parce qu'elle est très prise par son travail, Corinne lui confie même la garde de son fils. Il vit chez Marie-Thérèse durant la semaine. Mais le 19 juin 1995, Corinne se volatilise après avoir quitté en voiture l'entreprise où elle est secrétaire. Sa famille signale sa disparition. Antonio, lui, récupère très rapidement son fils chez Marie-Thérèse et part en Espagne avec lui. Entendue par les gendarmes 2 mois plus tard, Marie-Thérèse Garcia explique. Corinne m'avait même fait part de son intention de donner peut-être la garde à son père durant 1 an. Pour moi, il s'agit d'une fugue. Elle a dû avoir besoin de se ressourcer quelque temps. Je crains un rejet du monde extérieur en rentrant dans une secte. Elle est en effet suffisamment fragile psychologiquement pour le faire. 2 ans plus tard, la justice fait le rapprochement avec un cadavre sans tête ni main, retrouvé immergé dans la Seine en Normandie, quelques jours seulement après la disparition de Corinne. Des analyses confirment qu'il s'agit de son corps. Il est lardé de 14 coups de couteau et découpé. De l'instant où je fais cette équation entre la réapparition d'Antonio, la disparition de Corinne et le départ du petit avec son père en Espagne, que voulez-vous que je pense? Je pense qu'il est impliqué, évidemment, avec un objectif qu'il n'avait jamais quitté et qu'il a gagné. Il a atteint cet objectif, avoir son fils. Même s'il n'y a aucune preuve, de lourds soupçons pèsent sur Antonio, l'ex-compagnon de Corinne. Mais bientôt aussi sur Marie-Thérèse, la belle-sœur. En 2004, une femme se présente à la brigade criminelle de Versailles. C'est la fille cadette de Marie-Thérèse et elle prétend que sa mère est impliquée dans le meurtre de Corinne Didio. Nous l'avons retrouvée. Elle s'appelle Nancy. Elle a 55 ans aujourd'hui. Elle a toujours entretenu des relations difficiles avec sa mère, mais c'est à la fin des années 90 que les liens sont définitivement rompus, quand Nancy se met en couple avec Francisco, le compagnon de sa mère. Et celui-ci lui aurait fait des confidences au sujet de celle qu'elle appelle désormais Madame Garcia. On est venu à discuter de ça et en fait, c'est là où il m'a dit que Madame Garcia était venue le voir en prison et lui a expliqué comment elle a éliminé Corinne Didio. Elle était en train de discuter avec Corinne en fait dans la salle à manger et en fait ils sont arrivés par derrière et ils ont attrapé Corinne et ils ont commencé à l'étrangler et apparemment ils ont eu du mal à l'étrangler et ensuite ils l'ont descendue dans le garage pour la découper. À ce moment-là, quand la Garcia lui a raconté ça, de ce qu'il m'a dit, il était emprisonné. Donc elle a quand même dit ça au parloir. Je pense que d'apprendre ça, quand même, il avait ça sur la conscience, je pense. Du fait de m'en parler, ça l'a peut-être soulagé. Francisco prétend ne pas savoir qui étaient les autres personnes présentes qui auraient commis le meurtre. En tout cas, devant la police, il confirme la déposition de Nancy et explique que Marie-Thérèse avait des raisons d'en vouloir à Corinne. J'ai eu une aventure avec Corinne. Marie-Thérèse l'a su quelque temps plus tard. Marie-Thérèse a menacé Corinne dans le style « Tu me le paieras ». Elle m'a dit qu'elle avait eu sa vengeance, qu'elle s'était occupée de Corinne. Même si les enquêteurs prennent avec prudence cette dénonciation tardive sur fond de conflit familial, ils décident d'interpeller Marie-Thérèse chez elle. À l'époque, elle a la garde de l'une de ses petites filles, Jessica.
J'arrive de l'école et là je vois des pelleteuses dans le jardin et je me dis bon, je n'avais pas le souvenir qu'on avait prévu de faire des travaux. Donc du coup je descends et là je vois beaucoup de monde et là on m'explique que en fait c'est perquisition, prélèvement. Ils cherchaient une tête et ils cherchaient des mains ou des bras ou quelque chose comme ça. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. C'est sûr que ma grand-mère, elle va être en train de découper Corinne dans le garage pendant que moi, je vais être en train de manger mon petit Suisse dans la cuisine. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Moi, je vivais chez ma grand-mère à cette époque. J'étais pas la seule à y vivre. Enfin, voilà, j'en suis sûre et certaine. Ma grand-mère, elle n'aurait jamais été capable de faire une horreur pareille. Les fouilles de la maison ne donnent rien. Mais en 2011, un témoignage vient à nouveau jeter le trouble sur le rôle de Marie-Thérèse. Une autre de ses petites filles, la fille aînée de Nancy, est sur écoute dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants. Et au téléphone, elle raconte : j'ai vu des choses dans mon enfance. J'ai vu une femme se faire découper en morceaux. Mais la fille de Nancy meurt dans un accident de voiture. Elle ne sera jamais interrogée sur ses propos inquiétants. Les années passent, la justice lance de nouvelles investigations. Les techniques scientifiques notamment ont évolué. La malle dans laquelle le corps de Corinne a été découvert est analysée. À l'intérieur, il y a 2 cheveux et les experts sont formels. Ils peuvent correspondre à l'ADN de Marie-Thérèse Garcia. Début 2023, enfin, un ultime coup de théâtre fait basculer l'affaire. Coïncidence à peine croyable, Marie-Thérèse est alors concernée par une autre affaire très médiatisée. Elle est la grande-tante de Leslie Orelbeck, une jeune femme assassinée à Niort en compagnie de son petit ami Kevin. En mai dernier, Marie-Thérèse Garcia accorde même une interview à la radio. C'est même pas un assassinat, c'est un massacre. Aujourd'hui, c'est même plus de la colère, ni j'ai de la rage envers ces gens-là. C'est pas des êtres humains. Au cours de l'enquête sur la disparition du couple, l'une des conversations de Marie-Thérèse Garcia a été enregistrée par les enquêteurs. Il vaut mieux qu'ils les chopent avant qu'on sache qui c'est. Parce que moi, je vais leur emmener, mais en morceaux dans une valise. Voilà. J'en ai rien à faire. J'ai pas d'état d'âme, moi. Je suis une véritable... Je suis capable de te faire un grand sourire et de te dire bonjour. Avec l'autre main, je te plante un couteau dans le dos. 5 mois plus tard, elle est mise en examen pour enlèvement et meurtre en bande organisée, puis incarcérée. Sandrine Pégan, son avocate, se dit stupéfaite que la justice érige en indice grave des propos tenus sous le coup de la colère et sortis de leur contexte. Quant aux résultats des expertises ADN, connus depuis plusieurs années, ils ne sont, selon elle, pas plus probants. Les éléments pileux qui sont retrouvés dans la malle appartiennent en effet, d'après les expertises génétiques, à Madame Garcia, dans son ADN en parentèle. Ça veut dire qu'en fait, c'est son ADN, mais ça peut être aussi de sa lignée maternelle. Donc ses filles, petites filles, donc c'est pas véritablement son ADN à 100%. Et si on ne retrouvait que cet élément pileux-là avec l'empreinte génétique de Madame Garcia dans la malle, ok, ce serait une très bonne aubaine pour la justice. Sauf que il y a énormément d'empreintes génétiques qui appartiennent à d'autres personnes. Et c'est ce qui est inadmissible dans cette procédure. Pourquoi seule Madame Garcia est aujourd'hui mise en examen pour meurtre en bande organisée et incarcérée, alors qu'on retrouve l'empreinte génétique de d'autres personnes qui, elles, véritablement, avaient un mobile pour pouvoir en arriver à ce geste malheureux et dramatique envers Corinne. La fameuse malle appartenait très certainement à Corinne Didio. Plusieurs témoins se souviennent l'avoir vue à son domicile, cette petite maison de trappe dans les Yvelines. Les experts ont découvert sur l'extérieur de cette malle plusieurs traces génétiques de personnes proches de Corinne, dont celle d'Antonio, le père de son fils. Celui-ci n'est pourtant pas, à ce stade, inquiété par la justice française. Il se trouverait toujours en Espagne.
L'avocate de Marie-Thérèse Garcia pointe aussi du doigt un autre homme, suspecté au tout début de l'enquête. D'après moi, d'après les informations, Jean-Jacques Maurice. Il y a peut-être effectivement une tentative d'évasion. Un braqueur de banque, ici interrogé par la télévision durant l'un de ses procès. Ce début de tentative d'évasion. Corinne le fréquentait dans les années 70. À l'époque, Louis-Philippe Roubat les connaissait bien tous les deux. Il se souvient que durant les années 80, Jean-Jacques soupçonnait Corinne d'avoir donné des informations à la police, d'être une balance. Jean-Jacques m'avait expliqué qu'il fallait à tout prix qu'elle paye et disait à qui voulait l'entendre qu'il voulait à tout prix tuer Corinne. Après, je vais retrouver Corinne longtemps après, je crois dans les années 90. Elle me dit, tu sais Philippe, je vis caché. C'est la 3e fois que je change d'appartement. Je suis ici, je suis là. Surtout, je t'en prie, ne dis jamais à personne que j'habite ici. Il y a Jean-Jacques qui me cherche toujours. Et sa terreur, à ce moment-là, début des années 90, de sa bouche à elle, ne venait que de Jean-Jacques, de personne d'autre. Mais l'homme, en proie à de sévères troubles psychiatriques, s'est pendu en prison en 1997. Selon nos informations, la justice a récemment ordonné l'exhumation de son corps afin de comparer son ADN aux traces génétiques inconnues retrouvées sur la malle. Marie-Thérèse Garcia reste présumée innocente. 28 ans plus tard, l'enquête sur le meurtre de Corinne Didio est loin d'être terminée.